Bonjour, Bonjour, je suis avec Sabrina et on est avec Walid. et bienvenue sur Nouvel Élan TV, le média qui donne la parole à la ville. On se retrouve pour notre deuxième épisode. Ici, notre objectif, c'est de traiter des sujets de société et d'inspirer la jeunesse en présentant des parcours de réussite variés. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui nous avons le plaisir de retracer le quotidien de deux personnes aux premières loges de l'éducation Et à qui on ne donne pas assez la parole, Claire Prieux, conseillère principale d'éducation. et Marilyn Merlini, principale d'établissement. Bonjour. 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 On aimerait vous entendre et en apprendre un peu plus sur vous. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre parcours et puis sur votre profession ? Écoutez, moi je suis originaire de Nouvelle-Calédonie. Donc je suis venue en France pour mes études quand j'ai eu mon bac. À l'issue de mon bac, j'ai fait des études classiques, licence, maîtrise, etc. Et ensuite après, j'ai passé le concours de conseiller principal d'éducation. Donc avant d'être principale de collège, j'étais conseillère principale d'éducation pendant 10 ans. Et ensuite, j'ai embrassé en fait la fonction de principale de collège. Il faut savoir que quand on passe ce concours-là, on commence d'abord en tant qu'adjoint et ensuite après on devient chef d'établissement. Voilà pour une idée de mon parcours. Alors, moi, je suis originaire de l'Académie de Toulouse et j'ai fait mon parcours université dans le sud. Puis, je suis montée faire mes stages dans la fonction dans l'Académie de Bourgogne. Et puis là, du coup, j'ai été titularisée d'un poste dans le 93. Et donc, ça fait 4 ans que je suis CPE dans un collège du Blanc-Ménil. Est-ce que l'éducation, pour vous, ça a toujours été une vocation ou ça arrivait comme un choix des circonstances ? Alors, pendant mes études dans le sud, j'ai pris un poste d'assistant d'éducation en parallèle. Et donc, ça a été un peu la révélation sur le métier de CPE. Mais après, je me suis toujours vue quand même dans un métier avec un intérêt général. Donc, le service public, c'était quelque chose qui me parlait quand même. Écoutez, moi, c'est un peu similaire à Claire. C'est-à-dire que, pareil, quand j'étais étudiante, j'ai travaillé en tant que surveillante dans un établissement scolaire, dans un lycée. Donc du coup, et j'ai découvert la fonction de CPE en fait, et j'ai trouvé ça très bien. Donc du coup, je me suis dit je vais préparer le concours. Donc à l'époque, on le préparait, on appelait ça l'IEFM, ça n'existe plus. On appelle ça l'ESP maintenant. Et donc je l'ai préparé dans ce cadre-là. Et avant d'avoir le concours, parce qu'il faut savoir que le concours de CPE, c'est un des concours les plus difficiles de l'éducation nationale, en fait. Voilà. Donc, il est extrêmement exigeant et sélectif. Donc je l'ai passé à plusieurs reprises. Et en attendant de l'avoir, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle le faire fonction de CPE, en fait. Donc, plusieurs établissements de Seine-Saint-Denis en éducation prioritaire. Donc, ça m'a permis donc de connaître, de mieux appréhender la fonction et surtout de voir de publics différents, en fait. Et des manières de manager, de travailler différents, puisqu'on s'adapte aussi à son public. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, j'ai réussi le concours. J'ai été affectée dans un établissement, dans un collège en Seine-Saint-Denis, à Tremblay en France. Et ensuite, pareil, j'y suis restée plus de 10 ans. Et là, pareil, j'ai appris à connaître la fonction de direction, puisque j'étais quand même au plus près des personnes de direction, du principal à l'époque. Et donc, j'ai appris à avoir une autre vision, effectivement, de comment on peut aider les jeunes de façon plus, peut-être pas plus directive, mais en tout cas à long terme. Voilà, à long terme, en mettant en place les politiques décidées d'éducation nationale, d'aide, enfin voilà, en réfléchissant à comment amener la réussite pour tous. Donc c'est ça qui a animé mon changement en fait après de fonction. Donc là aussi pareil, c'est un concours auquel on a accès quand on a 10 ans à l'époque où je l'ai passé, 10 ans en fait de titularisation dans un poste de catégorie A. Voilà, c'est pas n'importe qui peut le passer. Et donc là encore, je l'ai pas eu tout de suite. Donc, pareil, j'ai fait fonction dans différents établissements et ça m'a permis, là encore, d'enrichir, mes compétences, de voir la diversité du travail et la diversité de direction qu'il peut avoir dans les établissements scolaires, en fait. Moi j'avais une petite question pour rebondir sur votre parcours. Est-ce que le fait d'avoir une multicasquette, avoir été surveillante, CPE et aujourd'hui principale, est-ce que ça vous a aidé à asseoir un peu, peut-être pas une autorité avec les élèves, mais en tout cas arriver avec une certaine confiance peut-être ?
En fait, ça a permis déjà effectivement que j'acquière de l'expérience, des compétences. Après, au niveau de l'autorité, bien évidemment, bien sûr que ça permet aussi de pouvoir voir comment on gère les élèves, comment on gère les situations. Donc, toute expérience, de toute manière, qu'elle soit positive ou négative, apporte de l'expérience, hein, pour tout vous dire. Quand j'ai commencé en tant que CPE, donc je faisais fonction, donc je sortais juste d'un poste de surveillante, et ma première journée a été compliquée, a été extrêmement compliquée, toute autoritaire que je suis. Donc voilà, et on apprend en fait, on apprend à gérer, etc. Mais c'est très très enrichissant, bien sûr. Et vous, Claire, en étant un peu plus jeune, avec moins d'expérience, comment ça s'est passé, l'intégration, l'arrivée dans l'établissement, etc. Alors, j'étais quand même assez, j'arrivais assez convaincue que j'étais faite pour ça, que ça me plaisait, assez animée par toute la partie sociale du métier, le fait d'être là pour les élèves. Je pense que finalement, là où ça a été un peu plus compliqué, c'est sur ces missions un peu de management et le fait d'avoir une équipe à gérer, où là, pour le coup, c'est quelque chose auquel on est moins préparé. Et là, j'y fais aussi. Donc voilà. Mais effectivement, au début, c'est compliqué, puis on se fait petit à petit à la fonction. Ça rajoute de la pression de manager une équipe, du coup, de surveillants ou... Oui, d'avoir un service et la responsabilité en fait du travail des gens et de ce qu'ils vont faire. On travaille avec des enfants, donc l'objet du travail est quand même assez important. On peut pas faire n'importe quoi. On peut pas si on fait une bêtise, elle est plus difficile à rattraper. Donc avoir cette responsabilité de l'action un peu des autres, oui, c'est une charge. Il faut responsabiliser les gens et l'équipe. Et c'est une grosse partie du... Oui, manager, c'est pas donné à tout le monde en fait, hein. C'est important. Déjà, on apprend bien sûr, mais il y a certaines qualités qu'il faut avoir pour que ça se passe le mieux possible. Moi, je voulais savoir, est-ce que c'est, du coup, comme vous êtes CPE, vous êtes principal, est-ce que vous êtes complémentaire dans vos deux fonctions différentes? Est-ce que vous vous retrouvez un peu dans les tâches, etc. Ou c'est complètement différent? Non. Toutes les tâches au sein d'un établissement scolaire, toutes les fonctions en fait se recoupent en fait, parce que on travaille avec de l'humain déjà, on travaille avec des élèves, des jeunes que l'on doit éduquer, à qui on doit transmettre des valeurs, à qui on doit transmettre des savoirs. Donc automatiquement, toutes les fonctions qu'il y a dans l'établissement se recoupent. Même l'agent, la TTE qui est dans l'établissement scolaire apporte forcément quelque chose à un élève en fait, puisque le fait d'avoir des locaux propres, c'est très important en fait. On arrive dans un endroit qui est accueillant, les gens disent bonjour à l'entrée. Moi, par exemple, le fait de dire bonjour à l'entrée de l'établissement, c'est important. On le dit, tout le monde dit bonjour, en fait, dans l'établissement. Les élèves, toujours, même pas besoin de dire... Tout le monde dit bonjour, en fait. Donc, c'est un état d'esprit et c'est des valeurs que l'on inculque, en fait, déjà dans un premier temps. Et effectivement, nos tâches sont complémentaires. Bon, déjà, on s'entend bien. Donc, c'est important, mais c'est pas toujours le cas. Et il faut travailler avec les gens. Voilà. Donc, mais c'est vrai que le fait de bien s'entendre et d'avoir la même vision du service déjà vie scolaire que Madame Prieux gère, c'est important. Ça permet d'être beaucoup plus efficace et efficient dans la façon dont on veut travailler. Et vous, Claire, dans cet environnement-là, et peut-être que moi j'ai été surveillant du coup dans un lycée, et je sentais la CPE et le CPE, parce qu'on avait deux CPE dans l'établissement, beaucoup plus proches des élèves. Alors je dis pas que vous êtes totalement éloignés, mais je sentais la CPE beaucoup plus concernée peut-être par la vie du lycée. Est-ce que vous êtes un peu l'entremetteur entre du coup les élèves et la plus haute direction? Il peut y avoir de ça, mais peut-être pas l'entremetteur, mais un conseiller. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une vision où on est peut-être un peu plus proche des élèves, où on a plus de temps aussi. C'est davantage dans le cœur de notre travail de faire des entretiens, d'être à l'écoute des élèves beaucoup plus longtemps, etc. Et donc, d'avoir une vision peut-être un peu plus générale que l'incident ou que la décision à prendre sur une situation. Et donc, oui, d'être un conseiller, de voir l'élève un peu plus dans sa globalité, peut-être aussi plus en collaboration avec, du moins la partie vie de l'élève, mais avec les enseignants, avec les surveillants, justement, etc. Avoir le temps d'échanger et avoir une vision assez globale de l'élève qui permet après de faire un choix quand il y a des décisions à prendre, d'être dans le conseil et...
Après, on n'est plus non plus dans les établissements où les choses sont très... enfin, en tout cas, maintenant, moi, je trouve, hein, c'est mon point de vue, où c'était extrêmement hiérarchisé, où on ne pouvait pas aller dans le bureau du principal, du proviseur, comme ça. Moi, en fait, je suis un chef d'établissement de terrain. Donc, je suis souvent sur le terrain, dans les couloirs, dans la cour, etc. Donc, les élèves, je les connais bien. Je les connais bien, vous inquiétez pas, ils n'ont pas de problème pour venir à mon bureau. Hein. Ils n'ont pas du tout de problème, sauf si, bien évidemment, ils savent. Enfin, quand ils ont besoin de me demander quelque chose qui n'a rien à voir avec des sanctions, par exemple, bien sûr. Mais ils savent que, à la finale, nous décidons de ce qu'il faut faire. Donc, on n'en est plus là où les élèves, enfin, en tout cas, dans mon établissement, c'est pas comme ça que je le perçois. Peut-être que je me trompe, mais il me semble pas. Hein. Ils sont tout le temps à la porte de mon bureau. Hein. Justement, par rapport à ça, je voulais vous demander comment est-ce que vous décrirez le climat dans l'environnement dans lequel vous travaillez aujourd'hui ? Bon, je trouve qu'il est plutôt serein. Après, bien sûr, on est, comme tout environnement, on est sous l'influence en fait, de ce qui peut se passer à l'extérieur. Un élève qui, le matin, a des soucis parce que sa famille ne travaille pas, parce qu'il ne mange pas à sa faim, parce que il a un parent violent, etc., etc. Bien évidemment, on n'arrive pas à l'école comme quelqu'un qui s'est levé à 8 heures, qu'on lui a préparé son petit déjeuner et que tout va bien dans sa vie. C'est pas pareil. Bien évidemment, si j'arrive et je fais une remarque un peu sèche, un élève parce qu'il est en retard, donc entre celui qui, parce qu'il a couru, c'est pas bien organisé, voilà, et entre celui qui en fait s'est fait taper parce que X raison et que j'arrive, je lui fais une remarque sur son retard, va réagir différemment, bien sûr. Bien sûr, mais c'est vrai qu'on est quand même dans un climat scolaire qui est plutôt serein. Après, bien sûr, en fonction de la fatigue des gens, en fonction des événements extérieurs, en fonction de l'actualité du moment, tout ça a une influence sur l'établissement scolaire, en fait. C'est un microcosme, en fait. Donc, il suffit que, je sais pas, moi, dans la cité, le week-end, il y a eu, je sais pas, un événement grave. Bien évidemment que le lundi, ça va rejaillir sur l'établissement et sur l'humeur, sur l'état d'esprit des personnels et des élèves, en fait. On n'est pas, enfin voilà, on n'est pas en dehors du temps. On n'est pas en dehors du temps. Et Claire, justement, je voulais vous demander, est-ce que vous qui venez de l'Académie de Toulouse, est-ce que vous trouvez qu'il y a un climat propre aux établissements de Seine-Saint-Denis ou c'est à peu près partout pareil ? Alors, il y a effectivement, on va dire que il y a quand même des problématiques qui sont plus récurrentes en fait en Seine-Saint-Denis qui font que le climat va être justement plus perturbé par plusieurs éléments extérieurs. En soi, ce ne sont pas les élèves qui sont différents. C'est que le contexte autour de l'établissement est effectivement plus... voilà, il y a davantage de choses qui vont venir influer sur le quotidien des élèves. Voilà, on arrive quand même à faire les journées. Il y a des journées où tout se passe très bien. Il y a quand même... voilà. C'est la richesse aussi de notre métier de pouvoir aussi de pas vivre les mêmes journées tous les jours en fait, hein, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas anticiper. Comme je vous l'ai dit, l'école c'est une mini société en fait, donc il se passe toujours quelque chose. Après, en fonction du l'important c'est pas ce qui se passe, mais c'est comment on y fait face et comment on réagit en fait. Nous adultes et puis ensuite les élèves. Pas oublier qu'on est là pour cadrer en fait, cadrer, les sécuriser. Et répondre aux besoins du moment. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit par rapport au regard sur les établissements dans le 93. Vous venez de province. Est-ce que c'était quoi peut-être votre regard sur le 93 et les établissements ici ? Est-ce que votre regard a changé depuis ? Alors, j'avais pas vraiment de regard, j'avais ce que j'en entendais. Je me disais qu'il y avait peut-être beaucoup de clichés, de choses, un peu de préjugés liés aux médias, liés à l'information, ce qu'on entend, etc. Quand on arrive, effectivement, on se rend compte que quand même l'environnement est différent. Moi, dans tous les cas, c'est un environnement que j'allais un peu chercher en choisissant ce métier-là. Donc, c'était pas du tout, je l'ai pas vécu comme une punition là d'être mutée dans le 93. Après, voilà, aujourd'hui, je redescends quand je descends et justement, je temporise un peu le regard sur ce département-là dans les discussions que j'ai. Voilà, c'est de montrer que non, c'est pas que ce qu'on entend et que ça reste un département comme un autre. Voilà. Et justement, est-ce que vous ressentez des différences de traitement quand vous dites je travaille dans un établissement de
de banlieue dans le 93. Forcément, ça fait toujours réagir, surtout les gens qui ne sont pas du tout habitués à la région parisienne, etc. Bien sûr que ça fait réagir, puisque il faut dire que les médias, forcément, parfois, ne rendent pas trop service quand même, parce qu'il y a quand même une multiplicité de choses qui se font de façon très positive dans le 93, qu'on met, qu'on met pas toujours en avant, alors qu'il y a plein de choses. On est vraiment un laboratoire de dynamique, d'essais, enfin voilà, il y a plein de choses qui se font au niveau pédagogique, au niveau social, enfin il y a plein de choses qu'on met pas forcément en avant. Bien évidemment, on va mettre en avant un événement qui est plutôt négatif, mais parce que ça existe aussi. On va pas dire non plus que tout est rose, mais en tout cas, moi, comme Claire, c'est-à-dire que quand on me pose des questions, moi, je réponds. Enfin voilà, ma journée, elle est, bon, je veux pas dire qu'elle est identique, donc je veux pas exagérer, mais en tout cas, voilà, je retrouve les mêmes problématiques dans l'établissement que je gère là aujourd'hui, que j'avais trouvé en éducation prioritaire, par exemple, et elles sont peut-être un peu plus prégnantes en éducation prioritaire, puisque bien sûr, le contexte social est un peu plus compliqué. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a des labellisations. C'est sûr. Ouais. Puis même autour, dans le quartier, il y a toujours des initiatives. La ville met pas mal de choses en place pour les élèves. Moi, je me mets d'un point de vue d'un élève ou d'un jeune qui est dans ces établissements-là. Si on regarde les médias, on pourrait croire que voilà, c'est un berceau de criminalité et de problèmes. Alors que franchement, je me souviens que quand j'étais au collège, on a fait tellement de sorties, je suis allée dans presque tous les musées de Paris, on a fait beaucoup de choses, il y avait toujours beaucoup de moyens qui étaient développés dans tous les milieux artistiques ou même sportifs. Il y a beaucoup de choses à faire quand même. Bien sûr, il y a énormément de choses, et puis la majorité des personnels veulent en fait faire des choses avec les élèves. S'ils ont choisi ce travail-là, c'est pas par hasard en fait. C'est ça qui est important, même si bien évidemment on est dans une crise un peu de recrutement d'enseignants, c'est vrai. Voilà, on va pas se mentir, mais en tout cas, ceux qui embrassent ce métier le font par passion. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai choisi. C'est pas venu à moi comme ça. Enfin, j'espère que ça se sent, parce que vraiment, j'ai choisi ce métier-là. J'ai choisi de le faire, j'ai choisi de m'occuper de jeunes, et j'ai choisi de les aider à grandir le mieux possible, en fait. Vous avez parlé tout à l'heure du 93 et du regard un peu des médias, et on met pas assez en avant les initiatives. Est-ce que vous mettez l'accent sur les initiatives culturelles, les projets à l'extérieur avec les jeunes de votre établissement ou pas? C'est une question générale. Mais justement, on voulait vous demander aussi, quelles sont les plus grandes difficultés que vous gérez en ce moment? Parce qu'on sait que là, il y a une nouvelle génération qui est arrivée, il y a des soucis qui sont liés à cette génération, que ce soit les réseaux sociaux, tout ce qui en suit, ou même les élèves en décrochage. Comment on gère ces difficultés? Enfin, quelles sont les difficultés et comment on les gère au quotidien Écoutez, effectivement, les réseaux sociaux, c'est une problématique qui est prégnante. On ne peut pas dire le contraire, puisqu'il y a tout un tas d'incidents qui en découlent, TikTok, Snapchat et consorts. Donc, on est bien obligé de prendre en charge. De toute manière, si on ne prend pas en charge, ça dégénère sur autre chose. Donc, de toutes les manières, on le fait. Voilà, que ce soit extérieur ou co-caisse, on le fait. C'est vrai que c'est une problématique qui est nouvelle par rapport par exemple, à mon époque à moi, quand j'étais scolarisée, il n'y avait pas de réseaux sociaux aussi développés. Donc voilà, c'est clair que moi, j'ai pas connu les mêmes choses que Claire, par exemple, puisqu'elle est beaucoup plus jeune, et que les réseaux étaient déjà présents aussi. Peut-être un peu de façon prégnante, c'est surtout ça. Et puis, bien évidemment, les problématiques sociales, puisque le monde est devenu plus dur. Et moi, Claire, j'avais une petite question par rapport aux élèves et à vos interventions aussi. La place des réseaux sociaux aujourd'hui, elle est très importante. Et c'est quoi votre regard par rapport à ça? Est-ce que vous faites peut-être des interventions pour prévenir, pour un peu sensibiliser, etc. sur les élèves, ou c'est beaucoup plus compliqué que ça? Il y a, oui, dans les entretiens, dans la gestion des incidents, il y a cette prévention, un peu cette conduite un peu responsable des réseaux. Donc en entretien, quand voilà, effectivement, on va faire en sorte que les élèves aient une attitude plus responsable par rapport à ça, c'est aussi responsabiliser les familles.
Ça va passer aussi par montrer qu'à un moment, par la sanction, etc., vous montrez qu'à un moment, la loi va intervenir aussi dans ce domaine-là et qu'ils ont l'impression qu'en fait, ils sont libres de tout, mais que non, il y a des choses qui sont punies et leur montrer que... voilà, qu'on avance vers plus de responsabilité sur les réseaux parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix de gérer en fait voilà, cet univers qui prend beaucoup de place aujourd'hui dans la vie sociale. De toutes les manières, chaque établissement scolaire en fait a l'obligation d'avoir une procédure pour le harcèlement en fait, puisque effectivement vous parlez de cyberharcèlement, mais de harcèlement tout court en fait. C'est une problématique qui est présente, qui a toujours existé de toutes les manières. Hein. Ça a toujours existé dans les établissements scolaires, mais qui prend une dimension beaucoup plus importante avec les réseaux sociaux en fait, puisque tout le monde assiste à ce phénomène. Tout le monde assiste à ce phénomène, et puis il est encore beaucoup plus traumatisant quand il est diffusé sur les réseaux sociaux. Donc, de toutes les manières, il fallait bien réagir. Donc, on a cette politique-là, cette procédure phare que tous les établissements scolaires ont à appliquer quand on est en situation de harcèlement. Mais effectivement, on sensibilise les élèves et les parents, on responsabilise les élèves, et tout acte a des conséquences. Donc, à un moment donné, quand on a vu à plusieurs reprises, qu'on a mis en place le truc, la sanction arrive, en fait. Voilà, parce qu'on doit aussi protéger l'individu. On est dans un collectif, mais on doit aussi protéger l'individu. Donc, voilà. Justement, je voulais vous demander, Marilyn, comme vous avez parlé du fait que l'école était une petite société, le fait de responsabiliser les parents, comment est-ce que vous gérez votre rapport aux parents d'élèves aujourd'hui ? Moi, je considère le rapport avec les parents d'élèves, nous sommes des partenaires en fait. Moi, c'est ce que je répète tout le temps à chaque rentrée. Donc les gens entendent ça 4 ans de suite puisque je le dis tout le temps. Oui, on est des partenaires en fait parce qu'on est tous là pour la réussite des élèves en fait. On est là pour la réussite, on veut qu'ils grandissent, on veut leur transmettre des valeurs, on veut qu'ils réussissent, on veut qu'ils soient bien et on est tous là pour ça. Après, bien évidemment, c'est pas parce qu'on a le même objectif qu'on est d'accord sur tout. Mais le principal, c'est de ne pas rompre le dialogue. Bien évidemment, il y a certains parents qui ne sont pas d'accord quand je sanctionne, qui ne sont pas d'accord avec la raison, etc., etc. Mais le tout, c'est de discuter, d'expliquer nos points de vue et de repartir ensuite, puisque le point important, on est tous là pour l'élève, en fait. On est tous là pour l'enfant. Eux, ils veulent que leur enfant réussisse. Moi, je veux que les élèves réussissent. Donc, on a le même objectif commun. Après, c'est de mettre nos énergies pour qu'on y arrive, en fait. Donc voilà. Donc, moi, pour moi, c'est un partenariat. Et un partenariat de choix. Parce qu'un parent qui est responsabilisé et qu'on est à plusieurs à pouvoir le cadrer, un adolescent, c'est ce qu'il cherche, en fait. Et il a beau être pénible, etc., etc. Il teste. Mais nous, on est là pour pas céder, en fait. Nous sommes les adultes. Je répète ça tout le temps. Nous sommes les adultes. C'est nous qui décidons. Bien évidemment, en prenant en compte la part de l'élève, leur avis, etc., etc. Mais le dernier mot, c'est nous. C'est tout. C'est important. Et je crois que parfois, certains adultes l'oublient. Mais là, quand je parle de la globalité, je ne parle pas que des parents, je parle aussi des enseignants, je parle aussi de nous. On oublie que les personnes qui décident, qui rassurent, c'est nous. C'est nous. Quand j'entends parfois certains parents qui me disent « Oui, mais si jamais je lui enlève la play, il ne va pas me parler pendant 3 jours. » Je dis « Et alors ?» Non, mais c'est vrai. Et alors ? Effectivement, c'est compliqué, etc., etc. Mais à un moment donné, si on discute avec son enfant, on dit, voilà, je te punis pour cette raison, etc. Je te donne un moment, je fais ça là pour 2 jours, 3 jours, etc. Une fois que tu auras repris, si tu fais ce que je t'ai demandé, eh bien, je fais. Je dis pas que c'est aussi fluide que ça. Là, je vais donner un exemple un peu caricatural. Mais en tout cas, voilà, c'est important. Ils attendent ça, les ados. Ils attendent ça, qu'on leur mette un cadre. Et c'est important. Ça en fait après des personnes un peu plus équilibrées. Il y a des défis qui sont aussi liés au fait que l'établissement soit en banlieue, ou pas forcément en REP, mais par exemple, il y a la barrière de la langue. Est-ce que c'est toujours un frein aujourd'hui ? Oui, c'est des choses qui sont différentes, bien évidemment. Ne pas maîtriser la langue du pays où on habite, c'est un frein. On ne va pas se leurrer, c'est un frein dans son développement, c'est un frein, etc. Après, les élèves qui sont dans l'établissement scolaire, en fait, il y a très peu d'élèves qui ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Hein. Il y a très, très peu d'élèves. On a, nous, dans le collège, un dispositif UPE2A, donc qui est un dispositif qui accueille les élèves nouvellement arrivés sur le territoire. Donc, effectivement, on leur donne les bases pour qu'ils puissent maîtriser le français, pour qu'ils puissent un peu se débrouiller. Ensuite, après, ils poursuivent leur scolarité dans des classes banales. Donc, tout est fait pour leur donner les billes, pour pouvoir
s'intégrer le mieux possible. Après, c'est vrai que c'est plus compliqué quand les parents eux-mêmes ne comprennent pas la langue et surtout n'ont pas les codes de l'école, soit les codes ou ne comprennent pas comment ça fonctionne. Voilà, c'est ce qui est le plus compliqué, mais c'est pour ça qu'on travaille à ce sujet-là. Par exemple, bon là, on n'a plus ce dispositif et je pense qu'on va le remettre en place. Mais par exemple, comme on a une UPE2A, on avait un dispositif pour apprendre le français aux parents. Voilà, dans la ville, il y a aussi des associations, il y a aussi un dispositif qui permettent aux parents d'apprendre le français, où on les sensibilise à la façon dont fonctionne l'école en France, parce que c'est pas forcément les mêmes codes partout. Voilà, donc on met en place aussi des choses pour les aider. Après, maintenant, il faut être volontaire. Si les personnes ne viennent pas, on peut rien faire pour eux. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait Marilyn pour Claire. C'est quoi votre rapport avec les parents d'élèves, qui soient issus de l'immigration, avec les problèmes un peu de la barrière de la langue, et les parents un peu perdus que vous pouvez recevoir en entretien? C'est quoi votre rapport avec ces parents-là? Effectivement, le parent, dès l'instant, alors chacun a, tout le monde a ses difficultés, effectivement, donc il y a des familles pour qui c'est plus compliqué, soit économiquement, socialement, la langue, la psychologie aussi, on a des parents qui sont pas très stables psychologiquement, et donc l'éducation devient en fait des sujets compliqués, mais dès l'instant que le parent est présent et a envie d'être en lien avec l'école, la collaboration, elle fonctionne. On a quand même aussi, par rapport à la barrière de la langue, aujourd'hui, on a quand même aussi des moyens qui nous permettent un peu plus de communiquer, même si on ne parle pas la même langue. Aujourd'hui, on a la possibilité quand même beaucoup plus de se faire comprendre. Et si les familles s'investissent là-dedans et placent finalement l'école et la réussite de leur enfant au centre un peu de l'éducation, et que dans ce cas, là, le lien se fera et ils feront venir quelqu'un, il y aura quelqu'un pour traduire, etc. On trouvera il y a des solutions que nous, on peut mettre en place, que les familles mettent en place elles-mêmes pour essayer. Il y a aussi des dispositifs, hein. Vous savez, là où on avait un service de traduction téléphonique, où on avait accès à un traducteur de n'importe quelle langue, il suffisait juste de les informer avant. Et en fait, on avait la possibilité d'avoir aussi cette traduction-là. Donc l'école prend en compte aussi ces difficultés, en fait. Encore une fois, pour Claire, pour rebondir un peu sur tout ce qu'on disait, vous êtes une jeune CPE. Comment vous avez trouvé votre posture face aux élèves, face aux parents d'élèves? Est-ce que c'est compliqué d'arriver dans un établissement pour asseoir un peu son autorité, pour peut-être créer aussi une proximité entre guillemets avec les élèves, pour qu'ils se livrent, pour avoir une approche différente? Alors aujourd'hui, c'est pas pareil, parce qu'aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'y suis, donc on voit en fait de la 6e à la 3e, il y a toute une cohorte qui est passée, donc ils ont connu que moi, donc en soi, il y a le lien est beaucoup plus facile, on se pose beaucoup moins de questions, les élèves nous connaissent, etc. Mais quand on arrive les premières années, finalement, par exemple, face aux 3e, on arrive presque chez eux, en fait, ça fait 4 ans qu'ils sont là, c'est leur établissement, et donc il y a ce truc qu'effectivement, il faut trouver des clés pour accrocher chaque élève, et puis chaque élève raisonne différemment par rapport à l'adulte, à l'autorité, etc. Donc c'est en connaissant les élèves, en prenant du temps, en se remettant un peu en question, en se disant avec lui on a fait comme ça a marché, avec lui non, donc du coup on va tester une autre façon ça prend du temps de trouver auprès de chaque élève comment l'aborder, etc. Et puis après, en étant dans tous les cas, dès l'instant qu'on est dans l'écoute, dans la bienveillance, même si on pose un cadre, mais dès l'instant qu'on est dans la bienveillance, dans l'explication, en général, ça passe, ça glisse bien. Et vous, Marilyn, dans l'accompagnement de jeunes professionnels, entre guillemets, c'est quoi votre rôle? Quand vous avez vu, par exemple, Claire arriver dans l'établissement, je ne sais pas si vous étiez en même temps, c'était quoi votre rôle? Moi, mon rôle, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est de donner la ligne directrice. Donc, bien sûr, quand j'accueille un nouveau personnel, mon rôle, en fait, c'est de le rassurer, de lui expliquer le fonctionnement de l'établissement. En général, de toute manière, on a un livret pour pouvoir le distribuer donc au personnel, leur expliquer comment ça fonctionne, leur donner les personnes ressources, et puis surtout je suis à leur écoute, en fait, je leur dis de ne pas hésiter, surtout de ne pas rester seul. Donc voilà, et puis je donne quelques petits conseils en fait aussi, des choses basiques qu'on peut appliquer tout de suite, et surtout je leur dis de faire avec leur
personnalité. Si on est quelqu'un d'un peu plus discret, etc., de faire avec, en fait, mais de mettre les bases. Voilà, de mettre les bases. Il ne faut pas imiter le voisin, etc., puisque par exemple, je parle des profs parce que c'est le plus illustrateur, mais par exemple, voilà, un jeune prof qui a 23 ans, qui arrive, qui est sorti de la fac, qui vient d'avoir le concours, qui est bon, parce qu'il l'a eu tout de suite, et qui se retrouve face à des élèves qui ont 15 ans. Donc, ça pourrait être leurs frères, etc. Donc, ils sont jeunes et qui se disent, oui, je vais être gentil, je vais presque copiner. C'est pas la bonne solution. Je rappelle aussi que l'adulte ici, c'est lui. Et du coup, c'est quoi le rapport entre vous, la principale, les CPE et les surveillants? Est-ce qu'il y a une réelle symbiose où vous sentez un peu chacun a son rôle, du coup il reste un peu à sa place? Vous êtes vraiment une équipe à part entière, du coup? Et on est une symbiose, oui et non. C'est-à-dire que chacun a sa fonction. Moi, j'ai un rapport hiérarchique à respecter. Bien évidemment, la hiérarchie là, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas être détendu avec les gens, de discuter. Bon, moi, j'étais CPE avant, donc je sais comment fonctionne une vie scolaire. Donc je sais quel rapport j'avais déjà moi quand j'étais CPE avec les surveillants. Donc j'essaie de mettre bien évidemment de la proximité, mais il faut pas oublier non plus que quand ça va pas, je dis en fait. Bon, moi, en général, je dis. Donc voilà, j'y mets les formes, je dis. Donc enfin voilà, je dis les choses, j'annonce la couleur, donc les gens savent comment je fonctionne. Après, il y a des fois où c'est un petit peu moins bien. Quand il y a du recadrage, c'est toujours un peu plus compliqué que quand, voilà, c'est tout. Mais j'essaie d'avoir un relationnel, une communication plutôt agréable. Pas parce que voilà, je décide des choses que je peux pas. Je peux pas mettre en place en fait une ambiance agréable. Et vous, Claire, c'est quoi votre rôle avec votre équipe pédagogique? Pareil, il y a ce côté, donc il y a l'idée, c'est quand même de créer une équipe avec de la cohésion. L'important aussi dans une équipe de surveillance, c'est que contrairement à des enseignants, par exemple, ils travaillent beaucoup plus en collectif. Donc ils sont tous un peu interdépendants durant la journée. Donc il faut qu'il y ait une bonne cohésion, il faut qu'il y ait de la solidarité, de la bonne communication entre eux. Et ensuite, l'idée, c'est que quand même arriver à transmettre, en faire en sorte que le service et chacun représente un peu ce que nous on attend et ce que nous on imagine de notre service vie scolaire, et en même temps de composer aussi avec les personnalités de chacun et de faire en sorte que ça se passe bien. S'il y a des choses à dire, faut dire les choses, et puis mais après il faut garder un bon état d'esprit. C'est pareil, on discute beaucoup, on essaie d'être présent en vie scolaire, quand par exemple il y a un conflit, ça peut arriver qu'il y ait des situations plus tendues ou avec la direction, où justement on va jouer un peu ce rôle de médiateur, où il faut être capable de faire entendre ce que reproche par exemple, la direction, et en même temps de pouvoir faire remonter aussi l'énergie du terrain, ou des fois les contrariétés, etc., l'ambiance dans laquelle est l'équipe, voilà. Donc, vous travaillez toutes les deux à Blanc-Minil. Pour nous, c'est important à Nouvel Élan TV de parler des réalités qu'on voit tous les jours. Est-ce que, selon vous, les moyens qui sont donnés à votre établissement, que ce soit des moyens humains ou financiers ou même de visibilité, est-ce que pour vous, ils sont à la hauteur des besoins de l'établissement ? De toutes les manières, à la base, au niveau des besoins, donc tout vient du ministère par le biais de la direction académique. Donc, c'est cette institution-là qui décide des différents des besoins, de la structure, etc., de l'établissement. Voilà. Donc, on reçoit les moyens que l'on a. C'est différent, les moyens sont bien évidemment différents en fonction de la labellisation de l'établissement. Donc un établissement qui est en REP, en réseau d'éducation prioritaire ou en REP+, aura bien évidemment plus de moyens qu'un établissement lambda, puisque les besoins ne sont pas les mêmes et que la situation sociale et scolaire de ces élèves-là est beaucoup plus difficile. Écoutez, comme on dit, effectivement, on n'a pas trop dans tous les cas, on est doté de ce qu'on est
est doté. Hein. Et l'idée, c'est quand même de faire avec ça et pas être sans arrêt dans un truc un peu négatif, il n'y a pas assez, etc. Donc, on fait avec ce qu'il y a et on fait au mieux avec ce qu'il y a. Voilà. Ensuite, effectivement, on a un département où on est peut-être plus doté que, par exemple, d'autres exemples en France. Mais en même temps, il y a beaucoup plus, il y a une surpopulation, donc il y a beaucoup plus d'élèves. Il y a beaucoup plus et puis finalement, il y a aussi plus de problématiques. Et en même temps, il y a aussi beaucoup d'offres, en fait, de personnel qui ne sont pas toujours remplies parce que du coup, les professionnels ne veulent pas forcément toujours venir dans le 93, etc. Donc, il va y avoir des moyens en plus ajoutés pour essayer de faire venir davantage de professionnels dans ce département-là et que les gens aussi pérennisent un peu leur poste et leurs projets dans ce département. Donc oui, il y a des moyens qui sont mis plus que peut-être ailleurs, mais parce que les besoins y sont. Et finalement, par rapport aux besoins, aux problématiques qu'il y a, il n'y a pas non plus un surinvestissement dans ce département-là. Oui. Si, effectivement, on pourrait le mettre un peu plus en lumière, c'est vrai. Mais on met en lumière. Il se passe énormément de choses dans le collège. Hein. Il y a des voyages organisés, il y a des sorties, il y a des dispositifs qui se mettent en place. Il y a des clubs, il y a un club journal, il y a une option DNL, c'est-à-dire que des élèves qui font des maths en anglais. Il y a la section européenne, il y a il y a les éco-délégués, il y a les ambassadeurs bien-être. Il y a tout un tas de choses qui se mettent en place de façon à permettre aux élèves de s'ouvrir l'esprit, de connaître autre chose. Ensuite, après, les parents font des choses aussi avec leurs enfants, en fait. Hein. Il y a des choses, la ville met pas mal de choses en place pour les élèves. Donc, il y a des choses qui se font, hein, bien sûr. Et ça met donc une ambiance particulière, en fait. Et ça amène effectivement de la cohésion et ça agit sur le climat scolaire. En fin d'année, les troisièmes auront leur bal, ils s'organisent pour rechercher le thème, enfin, voilà. Non, il y a des choses qui se font. Moi, du moment en fait que les choses sont cadrées et que c'est quelque chose qui va sur la cohésion, sur la citoyenneté, sur le partage de valeurs, moi je dis jamais non. Hein. Mais c'est génial d'avoir cette ouverture parce que ces opportunités-là, c'est elles qui vont créer des vocations à vouloir entrer dans l'éducation nationale, à vouloir transmettre de prof à élève. C'est comme ça que ça se passe, surtout chez nous. Qu'est-ce qui vous donne encore de l'espoir aujourd'hui dans vos missions respectives, dans votre métier? Toujours de l'espoir, en fait. Toujours. Si, il faut avoir de l'espoir. Ce sont des jeunes qui sont en maturité, qui vont grandir, qui vont se transformer. Il peut être pénible en 6e, en 3e, on ne le reconnaît pas. Il peut être pénible tout le long de la 6e à la 3e, et on le tient. Et au lycée, dire, madame, heureusement que vous avez fait ça pour moi. Vous voyez. Et puis, on peut être déçu aussi, où on a l'impression que ça va, puis finalement, voilà. Mais ça, c'est la vie. C'est les expériences. Le truc principal, c'est donner des outils. Moi, je dis tout le temps aux élèves, il faut que vous soyez des caméléons, en fait. C'est-à-dire qu'à l'école, vous avez un comportement, au travail, on a un comportement, dans la rue, un autre comportement, et chez soi, on a un autre comportement. Mais il faut qu'ils sachent passer d'un état à un autre et qu'ils répondent aux demandes, aux exigences du milieu où ils sont. C'est tout. On arrive avec casquette basket en disant wesh, bien évidemment, vous allez chercher un stage, on ne vous prend pas. Vous arrivez, vous êtes en basket ou etc. Vous dites bonjour monsieur, je viens de tel établissement scolaire et j'aimerais savoir si vous prenez des stagiaires. C'est différent. C'est ce que je leur dis tout le temps. Voilà. Oui. Les élèves, dans tous les cas, ce qui fait que on est motivé, on a envie d'y aller, on y croit, etc. C'est les élèves en fait, et puis c'est de les voir évoluer, de voir ce qu'on a pu faire, parce que on a quand même un métier finalement où on n'a pas on voit pas les résultats du travail le lendemain. C'est pas on a travaillé toute la journée et puis le soir on est là, on voit son résultat. Non, donc on plante des petites graines et on espère que qu'elles vont faire un peu leurs fruits. Et donc, quand on voit des élèves qui reviennent après 2-3 ans, qui se rappellent de ça, de tel moment, de tel échange, etc., et pour qui ça se passe bien, mais ça, ça motive. Bah oui, ça motive. Quand on revoit les élèves ambassadeurs aussi qui reviennent, c'est-à-dire les élèves qui sont allés au lycée, qui sont en seconde, et qui veulent absolument venir faire partager leur expérience aux élèves de 3e alors qu'ils étaient là l'année dernière. Enfin, moi, je trouve que c'est
Voilà, c'est valorisant en fait déjà parce qu'en disant que ils ont de bons souvenirs finalement même si parce que moi je suis très exigeante en fait donc je peux être un peu brutale parfois et je me dis ceux-là ils reviennent et toi machin donc bon ça honnêtement ça donne envie de continuer bien évidemment ça n'empêche pas parfois qu'on est découragé une journée mais on reprend le fil des choses. C'est ça qui est important. Les familles aussi peuvent avoir quand même ce côté assez motivant, etc. Les parents peuvent, parce que du coup, eux sont des adultes, donc il y a une gratitude qui est de suite plus directe. Donc oui, les familles peuvent avoir quand même ce côté où ils se rendent compte, davantage du travail ou du temps passé, voilà, de l'implication qu'on a pour leurs enfants et oui, donc ça, c'est un bon retour aussi qui motive. Et pour clôturer ce super échange, en fait, on aimerait vous demander si vous avez un message, que ce soit aux jeunes ou juste à la société qui nous regarde. Alors moi, si j'ai quelque chose à transmettre, enfin un conseil en fait à donner aux jeunes là qui nous regardent, ou qui nous regarderont, nous écouteront, c'est le goût de l'effort. C'est important en fait de conserver ce goût de l'effort et de travailler surtout, de jamais baisser les bras et de toujours travailler. Un travail, ça paye toujours. Voilà, c'est ça que je veux leur dire. Très bon. Mais du coup, genre, en rebondissant sur le conseil, sur cette idée de goût de l'effort, l'idée qu'aujourd'hui, notamment, on va revenir sur les réseaux, sont beaucoup bercés d'illusions, d'impression que les gens vont réussir à travers plein d'autres domaines que l'école. Alors oui, ça peut, mais la majorité du temps, ce qui payera, c'est quand même le système scolaire, de rester dans le système scolaire, et c'est le moment où dans leur vie ils vont être le plus accompagnés finalement et le plus aidés, donc ils profitent de ça et peu importe ce qu'ils veulent faire d'ailleurs, mais qui profitent de ces périodes où ils sont entourés par des équipes qui ont envie d'être là. Claire, Marilyn, on aimerait beaucoup vous remercier, que ce soit pour le travail que vous faites tous les jours, pour cet échange super positif. Franchement, je ne sais pas si on s'attendait à quelque chose d'aussi beau, mais merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. On espère voir plein de nouvelles CPE, de nouveaux chefs d'établissement. Merci à vous d'inspirer les plus jeunes. Merci à vous de nous avoir reçus. C'était très sympa. On a passé un très bon moment. Ouais, merci à vous. Ouais, c'était très intéressant. Encore une expérience enrichissante. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Nouvel Élan TV. Merci à vous pour tous les retours sur la première vidéo. N'hésitez pas à nous suggérer plein d'invités dans les commentaires. On lit tout. C'était Sabrina et Walid. On se retrouve très bientôt pour un nouveau concept et pour de nouveaux épisodes. À bientôt.